Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour cette table ronde qui va traiter, explorer les liens très forts entre la marque employeur et la parité. On est ensemble pour 45 minutes. On va essayer de rendre cet échange le plus vivant, le plus stimulant et le plus concret possible. Je suis Alain Damon de l'agence de communication EPOCA et j'anime au sein de l'agence notre pratique, nos équipes marque employeur, et j'ai la chance, le privilège d'être accompagné par des intervenants de haut vol qui vont partager leur vision, leur perspective. J'espère être d'accord parfois être un tout petit peu moins d'accord. Tant mieux si on se dit les choses. Je commence par vous, Biljana Kostic. C'est bon, je t'ai bien... Vous êtes DRH du groupe CETEC. Le groupe CETEC, c'est un groupe d'ingénierie dans le domaine de la construction. Et si j'ai bien retenu, il y a 3500 personnes, mais vous nous en raconterez un peu plus au fur et à mesure de nos échanges. Ensuite, à ma complète gauche, Véronique Groner. Vous êtes chef de service ressources humaines au secrétariat du ministère des Finances et de l'Économie. Alors, un double merci à vous. Un, parce que vous nous accueillez un peu quand même aujourd'hui, et deux, parce que vous accomplissez la performance, vous allez accomplir la performance de faire 2 tables de ronde successives dans des conditions de température quand même assez élevées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur ce panel des représentants de 3 mondes différents, somme toute. La sphère publique, une entreprise privée d'ingénierie, et puis le monde de l'éducation. Ce sera intéressant de voir s'il y a des points de convergence ou au contraire, s'il y a des points de différence et de divergence. Première partie de ces échanges, je voudrais, et je vous entendrai à chacun à tour de rôle, quand même reposer le contexte et la nouvelle donne de la marque employeur. C'est un peu un marronnier, en tout cas c'est un sujet du moment. Il n'y a pas un comité de direction aujourd'hui, un CODIR, qui n'a pas admis dans sa feuille de route, il faut être un employeur de référence. Clairement, le sujet marque employeur est devenu un sujet encore plus compliqué qu'avant. Alors, pour les gens comme moi qui ont moins de cheveux ou les cheveux gris dans la salle, on a appris à être prudent. Le marché il peut se retourner. Ça a toujours été un peu compliqué sur certaines fonctions, hein, notamment dans la tech ou sur certains profils pénuriques. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais néanmoins, on est un peu dans l'œil du cyclone aujourd'hui. Les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur et les fonctions qu'ils recrutent, n'arrivent pas à recruter, au moins à recruter. Tout le monde se bat pour les mêmes candidats. Et puis, évidemment, la rétention, la fidélisation des consommateurs, j'allais dire consommateurs, mais je vais y revenir, des candidats et des collaborateurs est assez compliquée. En fait, nous, on essaie de résumer cela en disant que le candidat et l'employé ou le collaborateur sont devenus des consommateurs, justement, et qui se comportent un peu comme des consommateurs, avec tous leurs défauts d'ailleurs, et qu'ils ont pris le pouvoir. Je voudrais, avant de faire un premier tour de table, citer 2 chiffres assez intéressants. Un premier qui est issu d'une étude qu'on mène chez EPOCA depuis 10 ans, vous la connaissez peut-être avec l'étudiant Harris Interactive. On interroge 15 000 étudiants et jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de management, de Bac+2 et d'université. On leur pose une batterie de questions, et notamment on pose la question de la confiance. C'est-à-dire qu'on leur dit, est-ce que vous pensez que vous allez trouver un job facilement dans les 12 mois? En moyenne, c'est 75% d'étudiants et de jeunes diplômés qui disent non, ça va être facile. Alors c'est plus pour les ingénieurs, ça a toujours été un peu comme ça, ils savent bien qu'ils sont en demande. C'est un peu moins pour les bacs et les Bac+2, mais dans l'ensemble, on revient en fait au niveau d'avant la crise Covid. Et ils voient bien tous que les entreprises n'arrivent pas à recruter. Donc ils ont la confiance. Ils font un peu ce qu'ils veulent. L'autre chiffre que je voulais vous livrer, c'est sur l'engagement, plutôt le désengagement des collaborateurs. Certains ou certains d'entre vous connaissent peut-être l'étude Gallup, qui est State of the Global Workforce, qui sort à intervalles réguliers. La dernière édition est sortie là, il y a quelques jours. Ils interrogent des milliers de salariés dans 38 pays dans le monde pour leur demander, êtes-vous engagés? Alors c'est du déclaratif, évidemment, il faut être prudent. La France est 36e sur 38. 36e sur 38, seuls 7% des salariés français se déclarent engagés dans leur entreprise. Ce n'est pas beaucoup. Donc crise de désengagement, crise de recrutement, c'est évidemment un peu compliqué. Et je voulais vous interroger, faire un premier tour de table pour avoir votre vision là-dessus, peut-être commençant par vous, Véronique. Est-ce que vous voyez un changement depuis la crise? Est-ce que depuis la crise de la Covid, en 2020, est-ce que ça s'est durci? Est-ce qu'il y a des nouveaux... Alors je crois que vous avez plus de 150 métiers en tout cas. Est-ce que ça a bougé ou est-ce qu'au contraire,
il y a finalement, quand on va bosser dans le service public, est-ce qu'il y a une mission? Est-ce qu'on se sent investi de quelque chose? Est-ce que vous voyez moins d'impact peut-être que d'autres types d'organisations? Oui, alors nous ressentons le même phénomène dans l'administration, avec une petite différence sans doute liée au statut. Vous parliez de fidélisation, de retenir les collaborateurs. Quand on rentre en qualité de fonctionnaire dans une administration, bon, d'une part, on a la possibilité d'évoluer dans un périmètre très large. Je rappellerai que la fonction publique, c'est 20% des salariés, de la population active. Donc, en termes de départ, vis-à-vis des collaborateurs qui sont fonctionnaires, on constate un nombre de ruptures conventionnelles qui reste très limité au regard de nos 130 000 agents au ministère économique et financier. Par contre, les difficultés que vous évoquiez en termes de recrutement, d'image, quelque part à véhiculer vis-à-vis des candidats à la fonction publique, comme d'autres entreprises, on a ressenti le besoin impérieux de construire une marque employeur ministérielle au-delà de la valeur qu'apporte le service public, que porte le service public. On pourrait penser que c'est une valeur autoporteuse. Il faut aller plus loin, je pense, aujourd'hui, pour attirer les jeunes talents et les convaincre de l'intérêt de rejoindre nos équipes. Merci. Iliana, vous recrutez beaucoup d'ingénieurs, aussi des fonctions support. J'imagine que les problématiques de recrutement ne sont pas nouvelles. Ça doit être compliqué quand même. Non, c'est pas nouveau. On a toujours eu des difficultés de recrutement parce qu'il manque des ingénieurs femmes et hommes en France. Donc ça, j'allais dire, c'est pas nouveau. Le Covid probablement a accéléré un petit peu les choses, pour pas dire beaucoup. Et comme on cherche tous beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'activités qu'on cherche en même temps et des profils qui sont plutôt des talents, et bien forcément, ça crée une pénurie. Donc en ce sens, je ne peux pas vous dire qu'il y a un changement fondamental. Par contre, ça s'est forcément beaucoup tendu. Mais je rejoins Madame sur le fait que ce qui est questionné, c'est à la fois le projet de l'entreprise, donc ce qu'on est capable d'offrir, et donc c'est là où on est dans la marque employeur, mais en même temps le sens des projets qu'on propose à nos collaboratrices, à nos collaborateurs. Et le fait d'avoir des beaux projets est un plus, et même un prérequis, mais ça ne suffit plus. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore quelques années, mes collègues qui sont là pourraient peut-être témoigner, mais probablement même, c'était facile de recruter. Il suffisait de parler des beaux projets qu'on avait, il suffisait de peut-être parler un petit peu de carrière sans forcément trop en dire, mais le projet à lui-même suffisait. Maintenant, c'est terminé. Et puis nos jeunes à nous, nos ingénieurs, nos femmes et nos hommes, ils ont envie d'agir sur leur environnement. Donc avant tout, il faut leur expliquer à quoi ça va servir, ce qu'ils vont faire. Donc avoir du sens en fait. Ah, très clairement, pour de vrai. Et ils sont extrêmement challengeants, confrontants quand ils sont en entretien de recrutement. Et c'est bien, c'est une bonne chose, c'est aussi une façon de mieux les connaître. Mais c'est vrai que ça nous oblige un petit peu plus dans la façon dont on présente le projet. Est-ce que j'aurais pas oublié de vous présenter à un moment donné? J'ai le sentiment que je crois que j'ai fait une grosse... Jean Youtou, qui est vice-président du Collège de Paris. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Collège de Paris, mais vous le connaîtrez peut-être un jour. C'est un acteur majeur de la formation et de l'apprentissage et de l'éducation en France. Jean, recruter des enseignants-chercheurs, dont vous faites partie, vous êtes aussi enseignant-chercheur, ça a changé? C'est plus compliqué depuis 2020 ou pas? C'est plus compliqué parce que le salarié a pris le pouvoir et à partir du moment où il prend le pouvoir, il fixe ses règles qui sont réalistes ou pas. Aujourd'hui, nous sommes dans l'enseignement supérieur avec 15 000 étudiants et sans compter les formations courtes, 35 000 formés par an en France. On a du mal à trouver, parce qu'on recherche beaucoup de femmes au poste à responsabilité. Nous avons un plan, c'est que nous avons nos propres écoles comme Ascensia Business School, qui est une école de commerce. Donc, on va chercher les meilleurs à qui on propose, parce que l'école, c'est bien, mais l'entreprise, c'est différent, de les reformer et de leur montrer que le leadership au féminin a du sens. C'est ainsi que, en France, la directrice du Collège de Paris, c'est une femme. La directrice Afrique, c'est une femme. La directrice de la certification et même nos écoles sont dirigées à 80% par des femmes performantes. Vous avez peut-être, on va en reparler, hein, peut-être une petite longueur d'avance par rapport à d'autres acteurs. Avant de parler plus spécifiquement de parité, je voudrais qu'on parle plus largement de responsabilité et d'exemplarité de l'entreprise, qui finalement la parité, ce n'est qu'une des dimensions plus large de comportements d'entreprise qui doivent évoluer. Si je repars des candidats, ces fameux candidats qui sont devenus des consommateurs,
on sait bien qu'ils veulent un peu tout. Je vous vois opiner du chef, ils veulent tout, c'est-à-dire... Alors moi, je vais faire le vieux combattant. Moi, quand j'ai débuté il y a 30 ans, je n'avais pas trop le choix. J'étais d'accord pour travailler dans la soute. Et puis, de toute façon, ce qui comptait, c'était l'employabilité, la progression. Il n'y avait pas 40 000 choix. Aujourd'hui, un candidat, il veut un job stimulant, bien payé, à la rémunération, qui devient quand même le critère, ou redevient le critère clé dans beaucoup d'industries, notamment pour des jeunes diplômés. Mais il veut aussi un environnement de travail qui soit sympa. Ça ne veut pas dire nécessairement baby-foot. Il veut du télétravail. Je crois que vous en avez parlé avant. Certains, d'ailleurs, ne veulent que du télétravail. Sur certains profils, la tech, par exemple, peut-être que, Liana, tu nous en parleras. Il veut une entreprise qui est impliquée pour changer le monde, mais aussi donc une entreprise exemplaire, bienveillante, responsable, qui travaille sur des sujets de parité, mais pas seulement, d'inclusion, de handicap, etc. Est-ce que ça, pour continuer avec vous, Véronique, est-ce que ça, vous le voyez dans les process de recrutement? Est-ce que vous sentez, dans les discussions que vos équipes peuvent avoir, que vous pouvez avoir quand vous êtes en recrutement, que la mise en avant de la responsabilité et de l'exemplarité de l'entreprise devient indispensable pour convaincre? C'est notre conviction, le fait d'être exemplaire, alors vis-à-vis des candidats et de manière générale parce que nous sommes les ministères économiques et financiers vis-à-vis des entreprises, il nous semble que les questions de parité, de diversité, d'inclusion des personnes en situation de handicap, de non-discrimination, parce qu'en fait c'est ça, d'égalité de traitement, c'est ce qu'il faut défendre, c'est un objectif qu'il faut atteindre. Alors, vous me disiez, lorsqu'on discutait il y a quelques jours, que vous mettez en place énormément d'actions, justement, dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou le sexisme, par exemple. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? Tout à fait. Alors déjà, nous sommes labellisés. Bon, label diversité, label égalité, j'en parle avec d'autant plus de vigueur que nous sommes en train, un audit est en cours, là, cette semaine, en vue du renouvellement de nos 2 labels, diversité et égalité. Le label diversité, c'est en 2011 qu'on l'a obtenu, donc ça fait un temps certain que le ministère s'est engagé dans cette démarche, parce que l'amour c'est important, mais les preuves d'amour c'est encore mieux. Et en la matière, aller au-delà des bonnes intentions et montrer qu'il y a des process, qu'il y a des canaux de signalement, puisque vous évoquiez les dispositifs qu'on a pu déployer, donc organiser plusieurs canaux de signalement pour libérer la parole quand un collaborateur, quand un collègue fait face à une situation de discrimination dont il est victime ou témoin. C'est ce qu'on a déployé ces dernières années. Au titre de la parité, la première chose à faire, c'est déjà d'établir des diagnostics et de constituer des séries. Donc on a sans doute la maturité, le recul qui convient pour mesurer comment les choses évoluent. Et l'objectif qu'on a clairement identifié, c'est celui de briser le plafond de verre que l'on constate dans l'encadrement supérieur. Le plafond de verre. 50% de nos cadres, je ne parle pas des cadres supérieurs, sont des femmes. Donc on voit que c'est plutôt dans l'encadrement supérieur, cadre supérieur et dirigeant, que les objectifs doivent être réalisés, atteints. Et en la manière, on progresse. Alors on progresse peut-être un peu lentement, mais on progresse, et pour obtenir ces résultats, création de réseaux de femmes, déploiement, développement de dispositifs de mentorat, création de programmes visant à dépasser, on en a parlé lors de la précédente table ronde, permettre de dépasser le syndrome du passager clandestin, redonner, bien montrer aux femmes qu'elles sont légitimes, leur donner des exemples aussi à travers des modèles féminins. Je rappellerai que la directrice du budget est une directrice, comme je viens de l'indiquer, que la secrétaire générale du ministère est une secrétaire générale. Montrer que c'est possible et que ces femmes très hauts fonctionnaires qui ont accédé à des postes de cadres dirigeants ont des enfants. En ont plusieurs, sont parvenus à concilier leur vie, comme on dit. Voilà, donc tout un ensemble de dispositifs. La liste en est assez longue et on accepte de se laisser challenger. Parce que, comme je l'indiquais, c'est bien de dire qu'on fait les choses, mais c'est bien quand on peut le constater à travers notre labellisation, à travers notre dialogue social. On se confronte à un dialogue social et nous avons des partenaires qui sont très allants sur
ces problématiques et qui ne manquent pas de montrer nos fragilités. C'est comme ça qu'on peut avancer. Si je reviens là sur un certain nombre de points, un point intéressant que vous mentionnez, qui est l'idée de se faire challenger. Et il y a peut-être d'autres façons aussi de le faire. Biljana, les ingénieurs, ça les intéresse, là, une entreprise exemplaire et paritaire, ou ils veulent surtout l'intérêt des missions, le défi et la carte de visite? Ils veulent tout, comme les autres, ils ne sont pas différents. Mais juste un mot là-dessus, tout à l'heure, vous avez parlé de clients. Alors, chez CETEC, après, chaque entreprise est différente, on veille à ce qu'ils ne soient pas ni clients ni consommateurs, même si dans les faits, en tant que RH, ce sont un peu des clients, mais c'est plutôt des parties prenantes. Ça veut dire qu'on veut les rendre acteurs, à la fois de leur parcours dans la maison, de ce qu'ils peuvent apporter, puis dans le fond, c'est vrai qu'ils attendent beaucoup, mais en même temps, nous, on a les projets, eux, ils ont les compétences. Donc, c'est quand même du gagnant-gagnant. Et donc, c'est plutôt ça qu'on vise qu'une espèce d'un menu où ils font leur marché. C'est pas l'idée, on veut les garder engagés. Ensuite, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent du sens, ça je vous l'ai dit, et dans le sens, il y a la responsabilité de l'entreprise, et tout ce que vous avez dit, je vous rejoins, les recettes sont un petit peu les mêmes, je pense, partout. Après, c'est la façon dont on les applique, et le soutien aussi de la direction générale qu'on a, parce qu'on a beau se dire ce qu'on veut, si on n'est pas soutenu du haut, ça ne fonctionne pas. Et s'il n'y a pas des relais managériaux, ça ne fonctionne pas non plus. Chez CETEC, on a la chance d'avoir une direction générale extrêmement investie, des directions de société qui sont très investies, des RH qui sont au fait aussi de ces sujets-là, donc forcément, ça bouge un peu plus. Mais je dirais qu'assez simplement, ça commence par juste donner quelques chiffres, en parler, et puis montrer qu'on a le droit d'en parler en entreprise, qu'il n'y a pas de tabou, qu'on n'est pas si mauvais que ça, c'est vrai. On a 30% de femmes chez CETEC, il y en a 30% dans la profession, donc quelque part, on pourrait se dire c'est pas mal, c'est vrai. L'index est à 85, c'est pas mal, c'est vrai. Mais on pourrait faire un peu mieux et agir sur les comportements, parce que c'est ce qui fait que ce genre de sujet bouge. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites par rapport au déficit d'ingénieurs en France et de femmes ingénieurs. Jean, des ingénieurs, vous en avez, vous pouvez en former. Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place ou qui pourraient être mises en place qui dépassent simplement de la valorisation d'une entreprise, mais aussi peut-être de travailler sur des vocations pour faire considérer un certain nombre de métiers qui ne sont pas aujourd'hui considérés? Et peut-être que d'ailleurs, Véronique, de votre côté, il y a des métiers qui sont vus comme étant très masculins, et peut-être que c'est plus une question de perception qu'autre chose. Donc l'enjeu étant peut-être de casser ce plafond, enfin c'est pas un plafond de verre, mais ce problème de perception en fait de métiers trop masculins. Oui, je pense que le Collège de Paris, dans son cas, participe activement dans l'inclusion, le principe d'égalité des droits. Mais on le fait en France, mais on le fait aussi dans les 10 pays africains où nous sommes implantés avec des campus physiques. Ça commence par quoi? Déjà par le CV qui arrive, on ne regarde pas l'origine ni l'adresse géographique. Déjà à partir de là, on part sur un principe de parité. Au-delà de ça, le salaire est le même. Parce que c'est important de le dire. J'écoutais BFM ce matin, on disait, avant 50 ans, la différence est de 7%. Au-delà de 50 ans, ça part de 10 à 15% entre un homme et une femme. Ce n'est pas juste. Et au Collège de Paris, le salaire, un poste, c'est un salaire, homme ou femme. Il y a aussi des choses que tu mentionnais lorsqu'on discutait sur le travail qui est fait autour du congé maternité, par exemple. On aura l'occasion de... vas-y, si tu veux. Je peux le dire. En fait, là, ça s'applique beaucoup plus à l'Afrique parce qu'il y a déjà un contexte historique où on n'imagine pas qu'une jeune femme de 28 ans peut diriger des personnes de 50 ou 60 ans. Et donc, en Afrique, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher dans nos écoles, mais aussi dans des écoles de commerce, des femmes qu'on forme, qu'on embauche. Et souvent, on a remarqué qu'il y avait une disparité au premier accouchement. Donc, pendant qu'elle attend son bébé, on lui fait une formation pour lui montrer qu'accoucher est naturel, d'une part. D'autre part, qu'elle a l'énergie, qu'elle a la compétence pour son poste. Et si elle le souhaite, on lui donne des nouvelles d'entreprise tous les 15 jours pour qu'elle soit alignée. Parce que souvent, après l'accouchement, elle décroche de 2 marches. Et donc, on ne souhaite pas que, si elle veut décrocher, qu'elle décroche, mais qu'elle sache qu'elle est importante, qu'elle est performante et que le travail qu'elle fait aujourd'hui paye. Et on a remarqué qu'on a une croissance à plusieurs zéros qui font que ces dames, directrices Afrique, directrices de nos campus, font un travail excellent. Et d'ailleurs, certains restent tellement en ligne, et je te racontais Alain, qu'on a appelé pour avoir une information. Elle nous a donné l'information pour nous dire qu'en fait, elle était en train de monter pour accoucher.
Donc, on a vite raccroché, mais c'est pour montrer l'implication des staffs. Elles se donnent à fond, elles sont dans l'appartenance, elles aiment leur entreprise et on pense qu'aujourd'hui, on doit être à 8 sur 10 en satisfaction. Et en index paritaire à plus de 70%. 80. 80%. Incroyable. Alors, parlons plus spécifiquement de parité. Il y a des choses qui ont été dites pendant, je pense, toute la journée, qui seront encore dites. C'est la nécessité de dépasser simplement une question de quota ou d'index, mais d'être sur des preuves extrêmement concrètes. Mais il y a quand même aussi un enjeu de raconter la parité, l'approche autour de la parité, à l'interne et à l'externe. On parle de marque employeur. Si c'est un levier indispensable, le sujet, c'est comment on va le dire, comment on va le mettre en musique. Et j'aimerais vous interroger, que vous nous racontiez comment vous racontez l'histoire de la parité, à la fois sur l'externe et sur l'interne. Est-ce que vous avez le sentiment que vous le faites suffisamment? Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire mieux, au-delà de parler des assises, bien entendu? Mais au-delà de ça, est-ce que vous racontez suffisamment l'histoire en interne et en externe, et quelles sont les preuves que vous mettez en avant, que vous jugez les plus efficaces pour aider cette marque employeur, cette réputation de marque employeur, en racontant votre histoire de la parité? Liliana, peut-être. Alors, est-ce qu'on en parle assez vu de la journée que j'ai passée aujourd'hui ici? Sans doute pas assez, ça c'est sûr. Donc il faut qu'on fasse mieux. Ensuite, j'ai envie de dire que chez CETEC, on est dans une société d'ingénieurs. Et donc, pour agir sur quelque chose, quelle que soit la problématique, il faut déjà comprendre. Donc la première action, c'est sans doute de donner des chiffres, d'expliquer pourquoi, d'expliquer comment ça fonctionne, puis de se fixer un cap raisonnable et ambitieux sur ce qu'on a envie finalement de changer pour agir sur les comportements. Vous vous êtes donné un cap d'évolution de l'index et des pratiques? Le cap, voilà, principalement, c'est l'index qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est un outil de mesure. Après, outre cet index qu'on a, il faut tracer le chemin, et finalement, chacun des indicateurs de l'index, c'est ce qui crée les bonnes conditions de la féminisation au sens instance dirigeante. Mais pour répondre à la question, est-ce qu'on en parle assez? Je pense que chez CETEC, l'important, c'est qu'on encadre le sujet qui est la diversité en réalité. Tu l'as dit tout à l'heure, dans la diversité, il y a tout un tas de sujets, dont la parité, c'est un espèce de grand puzzle. La parité n'est qu'un petit bout. Et dans le fond, les raisons pour lesquelles ça bloque, quand ça bloque, chez nous comme ailleurs, c'est souvent parce qu'on a des stéréotypes, parce qu'on s'est fait tout un tas d'idées, de certitudes. Alors certaines qu'on nous a par l'éducation, notamment celle des parents, celle de l'école qu'on nous a inculquées, et puis d'autres qu'on a l'impression de s'être faites. Donc par la parole, en tout cas chez CETEC, par la parole et l'échange, on se dit que déjà c'est une façon de commencer à déconstruire les biais qu'on peut avoir. Mais alors, pour être encore plus spécifique, cette parole et ces échanges, est-ce que tu les structures? Est-ce qu'il y a des instances, et je sais que Véronique, tu as des choses à dire là-dessus, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour pouvoir accélérer cette parole, faire en sorte que le syndrome de l'imposteur peut-être disparaisse, que ce sentiment de ne pas pouvoir accéder, de ne pas y avoir droit? Est-ce qu'il y a, comment ça, c'est entre guillemets processisé, puisque vous êtes chez les c'est justement la question qu'on est en train de se poser. À quel point est-ce qu'il faut processer et mettre de la méthode dans quelque chose qui finalement touche à la relation? Et en même temps, on finit par se dire que si on n'accélère pas, si on ne processe pas, si on ne donne pas un peu de méthode, finalement, on n'accélère pas. Donc, pour répondre à ta question, il y a différentes actions en interne et en externe, certaines qui sont assez naturelles, qui sont de l'ordre de l'échange, pas forcément structurées, d'autres qui le sont un petit peu plus. On a des cafés diversité, et on en lance, il y en avait certains dans les sociétés qui se faisaient un peu sans nous, c'était pas au niveau du groupe. Là, le 3 juillet prochain, on crée un café de la diversité qui va avoir lieu dans plusieurs villes en France, dans les agences CETEC. Après, il y a des petits déjeuners qui sont organisés ça et là par les filiales, très, très naturellement, par le RH ou pas par le RH. Il y a les CSE qui se saisissent aussi du sujet et qui portent eux-mêmes des actions. La semaine dernière, dans l'une de nos filiales, il y avait une conférence sur le leadership. Le thème, c'était le leadership a-t-il un genre? Donc, il y a différentes initiatives, certaines plus processées que d'autres pour répondre à la question, mais je pense que c'est finalement la conjonction de plusieurs actions, petites actions, qui font qu'à un moment donné, on avance en groupe. Donc des petites actions qui, mis bout à bout, peuvent faire des petits pas, petits pas. Véronique, je crois que vous avez pas mal d'exemples de choses que vous avez pu faire, notamment là, on parle plus d'interne peut-être. Oui. Alors on a décidé d'installer un comité, on va dire, tiens, une administration qui installe un comité, ça n'a rien de bien innovant, mais un comité ministériel, donc qui concerne toutes les directions des ministères économiques et financiers. Et je rappellerai que dans ces directions, il y a la DGFiP, il y a les douanes, l'INSEE, la DGCCRF. Si je les cite, c'est parce que ça couvre des métiers très différents, comme je l'indiquais, 170 métiers. Donc quand on pense parité, on pense nécessairement métier.
Et donc, on a installé un comité ministériel de la mixité, car on s'est rendu compte que pour aller plus loin dans notre effort de parité, il fallait alors briser le plafond de verre, mais briser aussi certains silos métiers. Des silos métiers où les stéréotypes font que des jeunes hommes vont plus y aller que de jeunes femmes qui estimeront qu'elles ne sont pas légitimes ou qui n'auront tout simplement pas envie d'aller vers ces professions. Par exemple, quel Le tech, bon, là c'est clair qu'ingénieur, c'est le cas. Je pense aussi à la branche surveillance des douanes, qui, un peu comme dans la police, l'administration pénitentiaire connaît des conditions d'exercice un peu particulières, peuvent avoir une représentation du métier un peu masculin. Et donc, nos actions, c'est quoi? C'est tout d'abord installer ce comité. Et s'il m'a paru intéressant de l'évoquer, c'est parce qu'y siège le ministère de l'Éducation nationale. C'est en amont qu'il faut traiter, je pense, ce sujet. Un chercheur qui nous a beaucoup éclairé sur les stéréotypes et qui nous a indiqué que ça n'allait pas dans le bon sens, la perception des stéréotypes chez les lycéens. Que les stéréotypes se renforçaient, justement. Ça se renforce. Les stéréotypes se renforcent. Et pire par rapport à une étude qui avait été réalisée il y a une dizaine d'années, je crois, et ça se renforce de la seconde à la terminale. Donc c'est vraiment, bon, et c'est pas sans lien avec les choix d'orientation que feront les jeunes femmes qui ne vont pas aller vers certains métiers scientifiques, notamment, alors qu'elles ont totalement les compétences qui conviennent en mathématiques. Donc voilà. Donc on sent bien que la réponse, elle ne va pas être immédiate, mais qu'elle implique de recourir à des partenariats, d'aller dans les... Alors peut-être pas dans les petites écoles quand on est douanier, mais en tout cas d'aller dans les lycées, d'aller vers les collégiennes, de travailler avec des associations, et c'est ce qu'on fait déjà. Je parlerai de la Cordée qui nous permet d'attirer vers les métiers de la fonction publique des jeunes filles et des jeunes hommes aussi qui en sont un peu éloignés. Je parlerai d'Arborus, c'est une initiative qui en nombre ne concerne pas beaucoup de jeunes filles, mais ce sont des collégiennes de 3e qui viennent de collèges d'éducation prioritaire et que des femmes de Bercy mentorent. Des hauts fonctionnaires de Bercy font le choix de mentorer à l'occasion de leur petit stage de collège, leur petit stage de 3e. Or, ce sont des petites initiatives avec des associations, des partenaires, d'autres administrations qui nous permettront de progresser et d'aller vers l'amont. Parce que faire une campagne de communication... Alors, il y a les campagnes de communication, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais ce n'est sans doute pas suffisant pour changer les représentations que les jeunes filles peuvent avoir des métiers dans les écoles, les collèges et les lycées. Il faut faire un travail de fond. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la communication peut aider, mais il y a du boulot, quoi. Est-ce que, Jean, ce serait intéressant d'avoir ton point de vue sur ce sujet? Collège de Paris, pour sa part, fait beaucoup plus, parce que c'est plus concret, c'est direct. On va rencontrer les étudiants, les étudiantes, et on leur présente les métiers. On a notre école Digital College, c'est une école de digital mais de tech. Et aujourd'hui, en France, c'est la première école qui a plus de femmes que d'hommes. Une école digitale qui a plus de femmes que d'hommes? Oui, actuellement. Comment on procède? On va les voir, on leur montre chaque métier. On les invite à l'école et on leur décline le programme. En même temps, on leur montre quelles seront les compétences recherchées. Et à partir de là, ils décident si oui ou non elles veulent s'engager. Et celles qui doutent, 15 jours avant la rentrée, on crée des salles où ils peuvent poser des questions et revoir les programmes. Ainsi, on a démystifié les métiers. Et que ce soit en France ou au Cameroun, au Togo, au Gabon, au Sénégal, on a plus de femmes que d'hommes. Parce qu'on pense aussi que l'avenir est au féminin. Intéressant. Yana, est-ce qu'il y a des actions que le groupe CETEC met en place spécifiquement pour faire changer ces perceptions-là de la dimension trop masculine, plus masculine des métiers d'ingénieur? Il s'agit d'agir sur les comportements. Donc oui, il y a tout un tas d'actions qui sont mises en place plutôt dans les sociétés, pas forcément au niveau du groupe CETEC, mais qui consistent à, encore une fois, échanger, discuter, mettre en place des conférences, des formations, des sensibilisations
pour que chacun entende, que chacun comprenne et d'une certaine façon soit acteur du changement, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, depuis tout à l'heure, on évoque le sujet avec un peu j'ai l'impression, une forme de pessimisme. Mais je voudrais quand même dire que les jeunes femmes et les jeunes hommes que je peux rencontrer au quotidien, alors chez CETEC, mais je pense qu'il y en a ailleurs, ils sont super confrontants sur le sujet. Ils nous poussent, quoi. Et d'ailleurs, sur le sujet de la diversité au sens très large, pas que sur la parité. Donc, ils vont bien plus loin que tout ce qu'on s'est dit ici. C'est-à-dire que si on les écoutait, il faudrait en phase de recrutement une femme, un homme dans le process forcément. Et puis s'il n'y a pas une femme, un homme, il n'y a pas de process. Ils ont un peu un temps d'avance, ce que tu veux dire presque. Je pense qu'ils n'ont pas envie de vivre ce qu'on a nous vécu, et c'est très bien sous certaines formes, c'est plutôt pas mal. Je dis ça parce que je pense qu'il faut aussi les écouter. Oui, donc c'est ce qu'on évoquait un peu, c'est-à-dire confronter les points de vue et écouter l'interne. En tout cas, les associer à la réflexion. Parce qu'ils ont de bonnes idées, ils sont en plus acteurs, et puis ces sujets-là, de toute façon, si ça tombe du haut sans que ce soit propagé, que ce soit, comment dirais-je, ressenti sur le terrain et porté, ça ne sert à rien. Donc que ça vienne des collaboratrices et des collaborateurs, c'est un plus pour changer les choses. Et donc, par exemple, au sein des filiales du groupe CETEC, vous avez mis en place des process, alors, je suis encore sur mes process, pardon, mais des formats pour écouter, pour permettre des suggestions sur ce sujet. Dans plusieurs sociétés, sur le thème de la diversité, de façon un petit peu générale. Je le disais là, le 3 juillet, il va y en avoir 3 simultanément à Paris, à Lyon, à Vitrolles, pour parler diversité. Et la question, ce sera... Aidez-nous à mettre en place notre, si je peux dire, une politique diversité, même si le mot politique est un peu large, mais qu'est-ce que vous avez comme bonnes idées là-dessus et à votre avis, sur quoi il faut qu'on agisse et comment est-ce qu'on fait? En fait, en parlant de ça, on se dit, oui, c'est la parité, mais on revient au fait qu'il s'agit du comportement de l'entreprise qui doit être aligné avec l'exemplarité qu'exige un peu l'époque et qu'exige cette nouvelle génération qui ne trouve pas acceptable un certain nombre de choses qui, pour des gens, peut-être en tout cas de ma génération, étaient un peu ancrées dans les faits. Donc nous, on se bat face à ces barrières-là. Pour cette nouvelle génération, c'est sans doute bien plus normal. Il y a un sujet qu'on a évoqué rapidement, mais qui est le sujet du plafond de verre. L'idée de se dire, les femmes et le leadership. On sait bien que plus on monte dans la seniorité, moins les femmes sont présentes. Comment on règle ça quand on raconte, en tout cas dans certaines entreprises? Comment on casse ça? Est-ce que ça peut être par raconter ces histoires-là à l'interne ou à l'externe, ces beaux parcours-là? Est-ce que c'est des choses que vous faites pour dire, voilà, ici et là, regardez comment, et je sais que le Collège de Paris, il y a des exemples notamment, mais peut-être pour vous aussi, Véronique et Liliana, est-ce que vous racontez les belles histoires de vos collaboratrices qui ont fait ces beaux parcours? Oui, mais sans doute insuffisamment. Le monde de l'ingénierie et CETEC en particulier, on est plutôt humble. Et on part du principe que le faire, c'est déjà participer au changement et ça suffit. Ce qui n'est pas vrai sur ces sujets-là, il faut faire savoir. Alors pas pour dire on a des femmes et les mettre sur un podium, mais plus pour dire c'est possible. Chacune à sa façon d'ailleurs, parce qu'il y a une forme de signature pour chacune des femmes qui dirigent une filiale, en tout cas chez CETEC. Et pour ce qui est du leadership, moi je ne sais pas s'il y a un leadership au féminin spécifique. Ouais. Chacun est comme il est, c'est vrai des hommes, c'est vrai des femmes. Il y a des hommes qui y arrivent vite et bien, et puis il y a des femmes qui y arrivent vite et bien, et puis d'autres qui ont du mal. La réalité, c'est que je pense que c'est l'histoire aussi d'opportunité, de confiance, donc de la bienveillance de l'entreprise. Et c'est ça qu'il faut faire savoir. Et effectivement, en mettant en relation des femmes qui sont en situation de responsabilité avec d'autres jeunes femmes qui peut-être aspirent à l'être, c'est un premier pas. Je pense aussi qu'on a intérêt à regarder un peu le modèle managérial qu'on a instillé dans l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'être directeur, directrice aujourd'hui? En quoi ça consiste? Quelle image on donne? Est-ce que c'est une personne qui bosse 15 heures par jour et qui n'a pas de vie en dehors du travail? Je caricature volontairement. Ou est-ce que c'est quelqu'un comme n'importe qui finalement, mais qui en plus a quelques responsabilités et qui est passionné par son métier? Bon, donc le sujet est vaste, on ne résoudra pas ça ici. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plein de petites clés qui passent par la communication, par l'action évidemment, par l'exemple. Le mentorat est en tout cas une bonne action et on y réfléchit chez CETEC, pour les femmes et pour les hommes, pour ne pas créer d'iniquité. Mais la question n'est pas simple et je pense que ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on évolue. Et la culture, très évidemment, clairement, la culture c'est fondamental. Ouais. Véronique, est-ce que vous avez un élément à rajouter Peut-être pour dire que nous avons effectivement ces outils, donc mentorat, marraine, des programmes à destination des femmes. On a fait ce choix, tant que nous n'aurons pas atteint notre objectif de parité, de consentir un effort particulier vers nos cadres supérieurs et cadres féminines, donc de manière à leur montrer que c'est possible et qu'elles en ont les moyens. J'ajouterais que le législateur nous aide beaucoup pour faire cet effort.
avec donc les obligations de nomination dans les postes, les postes emploi supérieur et dirigeants, et pas uniquement les 10 meilleures rémunérations. Voilà, ça concerne plus de 500 emplois au ministère économique et financier, donc emploi de cadres supérieurs et de cadres dirigeants. Mixité des jurys, qui est aussi une obligation. Présidence alternée de femmes et d'hommes dans les jurys. Les comités d'audition qui sont constitués désormais de manière systématique pour recruter un sous-directeur, une sous-directrice, sur les emplois supérieurs que je viens de nommer, introduisent de la collégialité. Une obligation est prévue qu'on applique de manière systématique parmi les candidats d'avoir nécessairement une candidature féminine, alors qui ne sera pas nécessairement nommée lors de la première audition, mais dont on va repérer le potentiel. Ça oblige à cultiver des viviers féminins. Donc autant d'actions qui sont mises en œuvre, alors déjà parce qu'il y a une conviction, parce qu'il y a des valeurs que nous portons, mais aussi parce que le législateur nous y invite fermement pour respecter cette obligation de 40% de primo-nomination qui va, si une proposition de loi en cours d'examen au Parlement prospère, va aller en s'amplifiant. D'accord. Jean, tu disais quand on échangeait que finalement la parité c'était une affaire du quotidien, c'était des actions qu'on met en place et de l'organisation et du process sans doute, mais que finalement c'est un état d'esprit qui se vit presque tous les jours. Oui, effectivement, la parité, c'est pas juste des chiffres qu'on va remplir, mais aujourd'hui on aime suivre l'exemple. Et donc quand on a une directrice générale France qui est une femme et qui a une formation sur le leadership et qui a des femmes, elle intervient pour dire, voilà, j'ai commencé il y a 10 ans, 12 ans à ce poste, j'ai évolué, je me suis formé et aujourd'hui je suis directrice générale. En Afrique de même. Et on pense, nous, à Collège de Paris, que c'est plus impactant de voir des vraies personnes qui ont évolué et rassurer aussi certaines personnes, certaines femmes qui n'oseraient pas en disant, tu peux le faire. Et en plus, elle va dire, j'ai fait mes 2 enfants, tout va bien, j'ai des vacances annuelles, tout va bien, tu peux le faire, ton cerveau est bon. Puisque sur la marque employeur, on sait bien que sur ces candidats qui sont un peu défiants parfois, ou au minimum distants par rapport à des discours marque employeur, où on promet quand même que tout est formidable dans le meilleur des mondes, le poids du témoignage d'une collaboratrice ou d'un collaborateur par ailleurs a effectivement sans doute plus de puissance que la corporation qui dit des choses. Je crois qu'il y a une forme de méfiance maintenant, puisqu'il y a une surenchère des discours marque employeur, et je sais que nous on travaille beaucoup sur ces sujets, d'essayer de raconter les histoires de la parité, les histoires du leadership, en fait les histoires de culture d'entreprise, parce qu'on sait bien que tout ça traite d'autres sujets. On a rattrapé un peu le retard qu'on avait sur les autres tables rondes, mais il nous reste un tout petit peu de temps. Si ça vous va, quelques questions, s'il y en a je vois que madame, juste là, a une question pour nos intervenants sur ce sujet. Oui, bonjour, merci beaucoup, c'était intéressant. Je suis Aurore de Linière, je suis cofondatrice d'un cabinet de chasse qui est spécialisé dans les managers du digital et on accompagne nos clients dans la féminisation de leur codir. Et je suis investisseur aussi chez Leia Capital. Moi, j'avais une question, une réaction aussi à ce que disait Biliana tout à l'heure sur le fait que en fait, la parité était un tout petit bout de la diversité, plus largement. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais donc je voulais aussi avoir des réactions, parce que pour moi, ça n'est pas tellement assimilable dans la mesure où les femmes ne sont pas une minorité, déjà, ne serait-ce que pour ça. Elles représentent la moitié de la population. Et donc, le fait de les intégrer à un sujet plus large de la diversité, c'est aussi une manière d'invisibiliser un petit peu le sujet et aussi de donner un timing un peu plus lent. Et je trouve ça assez dangereux d'assimiler les deux. Et moi, il me semble que c'est un sujet qui est assez ancien, qui devient très urgent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il justifierait des actions un peu plus concrètes et un peu plus spécifiques ? Alors, je ne sais pas, Biliana, si tu veux, mais l'idée, en tout cas développée, me semble-t-il, n'était pas de dissoudre la parité dans d'autres sujets, c'était de dire qu'elle s'inscrivait, cette parité, dans des actions des entreprises qui ont, des organisations
effectuer quand même un travail de prise de conscience par rapport au décalage d'un certain nombre de comportements et de pratiques et des attentes aujourd'hui, puisqu'on parle de marque employeur, et des collaborateurs et des candidats, et qu'effectivement, quand on est sur ces enjeux-là, c'est comment on ne fait pas un gloubi-boulga de l'ensemble et comment on pousse chacune de ces causes. Évidemment, je pense qu'on vous rejoint tous sur l'urgence et on vous rejoint tous aussi sans doute sur la nécessité d'être dans l'action le plus possible. Je ne sais pas si... Ah oui, c'est certain. Sur l'action, c'est sûr qu'il faille accélérer, c'est même certain. Quand je disais que ça faisait partie de la diversité et que d'une certaine façon, les mécanismes sont un peu les mêmes que sur d'autres sujets qui font partie de la diversité, ce que je veux dire, c'est que ça agit, on agit sur le comportement quand on parle de la parité, en tout cas quand on en parle en entreprise et d'ailleurs pas que. Et donc, ce faisant, ça nécessite, en tout cas chez CETEC, une politique des petits pas pour dire il y a un problème et donc on va mettre un plan d'action pour résoudre le problème, mais plutôt... on est pas mal, mais on peut quand même largement progresser. On a au quotidien quelques petits irritants chez la population féminine, il faut les entendre, donc il faut les laisser s'exprimer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, de façon un peu chirurgicale, aller traiter les difficultés là où elles sont. Et puis, un travail de fond, probablement, pour faire savoir que la femme a sa place dans l'entreprise, si elle ne le sait pas déjà. Et peut-être des programmes de formation un peu plus, en tout cas de mentorat, de formation, d'accompagnement plus spécifique, pour leur donner le coup de pouce qui peut manquer parfois à certaines, pas à toutes, mais à certaines. Y a-t-il une dernière question? Oui. Bonjour, c'est rapidement faire une observation. Je suis Caroline, je suis en Tunisie où je gère un réseau pour les femmes entrepreneurs et les ingénieurs féminins sont très 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 présentes. Et on est en train de... Donc vous manquez des ingénieurs, il y en a beaucoup qui viennent de là-bas, ici aussi en France. Et on est en train... Le problème c'est également pour les grosses entreprises d'ingénieurs ou par exemple les filiales des grosses entreprises françaises qui ont beaucoup d'ingénieurs et on est en train de faire des formations sur le unconscious bias, j'ai toujours pas trouvé le terme en français, mais pour comprendre que c'est vraiment la base pour améliorer la parité dans les entreprises. Et juste pour terminer, le retour qu'on a eu, c'est que les hommes là-bas, qui sont un tout petit peu en minorité, trouvent qu'on fait trop pour les femmes. Et donc, il y a aussi un travail à faire à ces niveaux-là, parce qu'on trouve qu'on exagère, bien que le plafond de verre est toujours là. Voilà. Je partage votre point de vue, enfin, non pas que je trouve qu'on en fait trop pour les femmes, mais par contre, il est important de s'assurer que les hommes restent embarqués dans finalement cette lutte contre les stéréotypes, contre les discriminations et cette lutte en faveur de la parité et de l'égalité. Donc on est sur un chemin de crête, je pense, parce que lorsqu'on déploie des actions très volontaristes. Enfin, dans la fonction publique, il y a bien des obligations légales. Si elles ne sont pas respectées, il y a des pénalités qui sont versées par les administrations. Donc c'est très incitatif, y compris lorsque le vivier est moins important que le nombre de personnes qui doivent être nommées, le nombre de femmes qui doivent être nommées dans les emplois supérieurs que j'évoquais précédemment. Donc je pense qu'il faut... J'évoquais les programmes à destination des femmes qui ne sont pas ouverts aux hommes, puisque bon, on constate des comportements qui sont tout de même différents entre cadres supérieurs femmes et hommes. Donc ça peut conduire des hommes à considérer que, ma foi, on en fait vraiment trop. Et où est l'égalité? L'égalité des chances quand on accorde autant d'avantages aux femmes pour accéder à ces emplois supérieurs. Alors, je crois beaucoup en la formation. Je n'ai pas évoqué parmi les actions qu'on a conduites les formations sur les violences sexistes et sexuelles au sein des ministères économiques et financiers. On est très fiers d'avoir réussi à former 50 000 agents. 50 000, donc presque la moitié. On va continuer à les former parce que je crois qu'il est essentiel, c'est d'établir un dialogue, de montrer que les stéréotypes continuent d'exister, de faire beaucoup de mal dans notre société. C'est ce que j'indiquais, là, les travaux du chercheur qui constatait qu'en 10 ans, finalement, les lycéens avaient une vision encore plus stéréotypée du rôle des femmes et des hommes que par le passé. Donc ça, c'est de nature tout de même à nous interpeller. Ça signifie qu'on ne va pas nécessairement dans le bon sens. Donc, informer les hommes, pas seulement les femmes, sur ces sujets de société, je crois que c'est vraiment important pour ne pas les perdre. Car si on les perd,
on va avoir un On problème. est mal. Ce sera le mot de la fin, les mots de la fin. Merci à tous les trois beaucoup. Merci de votre attention et bonne continuation aux assises. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, Il nous faut de l'ambition. sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. c'est à nous d'agir. Ensemble, Ensemble, faisons bouger les lignes.